auprès d'enfants en situation de handicap, on y est très vite, confronté, au travail avec, l'aide sociale à l'enfance, avec, une formation initiale qui est très réduite et puis, un traitement, médiatique qui est souvent, plutôt sensationnaliste et pas très informatif. Donc c'est une réalité qui est très difficile, hein, celle du handicap et de la protection de l'enfance. Et pourtant, on verra, il y a plusieurs outils pratiques qui existent, différentes solutions, une évolution aussi récente du cadre législatif. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses, à mettre en place pour, ce public. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien et vous Oui, voyez bien? très bien. Parfait, voilà. Alors, attendez, du coup, il veut pas, je suis en pause. Ah, excusez-moi. Voilà, là vous voyez? C'est Ouais. voilà, parfait. Voilà, donc moi je suis praticien hospitalier en médecine physique et réadaptation. J'ai pas de conflit d'intérêt, particulier. J'ai une activité partagée entre le CHU de Limoges et le centre hospitalier Esquirol de Limoges. J'ai une activité de recherche comme, chercheuse associée au laboratoire Avae et j'ai aussi un engagement associatif, donc auprès de France Traumatisme Crânien et auprès du réseau et enfance et handicap du Grand Sud-Ouest. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 7 ans, pour, l'association des paralysés de France. Alors j'ai pas d'appartenance politique aussi, ce qui mérite d'être précisé sur un sujet comme ça. Donc ce que je vous propose, comme plan, c'est de revenir brièvement sur les principales, définitions, sur les données épidémiologiques, disponibles qui sont assez réduites, sur les actualités parce qu'il y a un plan, national de prévention pour la protection de l'enfance depuis l'an dernier. Si on a un peu de temps, j'évoquerai quelques expériences de terrain et puis ensuite, on verra vraiment les prérequis à l'accompagnement et les étapes vers la transition avec, différents outils pratiques. Alors, la définition de la maltraitance, en fait, elle est très récente d'un point de vue légal, hein, c'est, la loi du 7 février, 2022. Elle, vise toute personne en situation de vulnérabilité. Hop, attendez, je vous déplace un petit peu. Hop. Qui va être, victime d'un geste, d'une parole, d'une action ou au contraire d'un défaut d'action qui va compromettre son développement, ses droits, ses besoins fondamentaux. Et cette situation survient alors qu'il y a une relation de confiance ou alors de dépendance ou de soins ou d'accompagnement. Donc le cadre légal distingue des situations de maltraitance ponctuelles ou durables et intentionnelles ou non, ainsi que différents niveaux, une maltraitance individuelle, collective ou institutionnelle, ce qui est un petit peu plus récent comme notion. Et ces différentes formes peuvent être associées au sein d'une même, situation. Alors, l'aide sociale à l'enfance est un service départemental, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une certaine hétérogénéité, dans les territoires, qui est sous l'autorité du président du conseil départemental et dont la mission est de venir en aide aux enfants et à leurs familles par des actions de prévention, de protection et de lutte contre la maltraitance. Voilà, donc là, c'est un petit schéma pour, expliquer les différents circuits, en fait, quand on fait un signalement. Quand un enfant est repéré en danger, on peut signaler, directement au procureur, au parquet ou saisir, la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est reliée à chaque département. Ces 2 instances sont en communication, permanente et en cas de danger, présumé, le juge des enfants est saisi avec 2 types de réactions, soit au civil, soit au pénal. À ce moment-là, ça s'oriente vers la protection, judiciaire de la jeunesse ou alors la mise en place de mesures éducatives, soit assistance éducative en milieu ouvert, soit placement ou alors assistance éducative à domicile ou déplacement dans des familles ou dans des établissements. Voilà pour, rapidement brosser le cadre.
Alors, les données disponibles en épidémiologie, elles sont assez limitées. Il y a un rapport de l'Office national de la protection de l'enfance qui est annuel. Il y a eu aussi récemment un rapport de l'HAS sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance dans les établissements de la protection de l'enfance et de la protection de la jeunesse. Sur le plan médical, il y a véritablement qu'une seule étude qui est un peu vieille, qui date, de 2008, qui était parue dans la revue, de neuropsychiatrie, de l'enfant. Et enfin, plus récemment, il y a eu aussi un guide pratique de protection de l'enfance qui a été, édité par les autorités. Alors, la protection de l'enfance, ça s'adresse aux mineurs anticipés et également aux majeurs de moins de 21 ans. Aujourd'hui en France, il y a 312 500 enfants sous mesure de placement. Et vous verrez dans la diapositive suivante qu'il y a une augmentation constante, de ces prestations et mesures depuis 2007. En revanche, on note une tendance à la décroissance des mesures de suivi pour les jeunes majeurs. Voilà, donc là, quels que soient les indicateurs, étudiés, on voit qu'il y a une très forte augmentation. Alors ça, c'est les chiffres, de l'ONPE, notamment rapportés par la police. Voilà, pour vraiment préciser de quoi on parle. Donc, il s'agit de violences physiques, de violences, sexuelles, avec une prédominance, de violences physiques chez les garçons et de violences sexuelles, chez les filles. Alors là, c'est, comment est saisi le juge des enfants. Donc comme on a étudié juste, en introduction, le schéma, des signalements, on voit sans surprise que, le juge, des enfants est saisi après, par le parquet, dans 85 des situations. Mais il existe aussi, d'autres modes de saisine, donc notamment par des mineurs eux-mêmes, par, la famille ou par des services à qui le mineur est confié. Alors, il faut savoir que les médecins signalent très peu. Seulement 5 des signalements sont issus des médecins et encore moins 1 pour les médecins libéraux. Alors là, c'est les chiffres, que j'avais pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour la Haute-Vienne, on est à un taux de mesure de 2,29 sur la population d'enfants, générale. On voit par exemple qu'en Creuse, ce taux est très haut. Ça s'explique notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent en Creuse parce que les loyers sont plus bas et cetera et donc il y a une très forte précarité sociale. Voilà, en Nouvelle-Aquitaine, le taux de mesure est de 2,54 avec, différents types de prise en charge, plus de la moitié en famille d'accueil, 41 en établissement, donc en centre départemental, de l'enfance et des familles ou, en maison, d'éducation et seulement 5 hein, ce qui est désormais la règle, en mode autonome ou semi-autonome, donc des appartements, des choses comme ça. Alors, comme moi je travaillais en IEM, on accueillait quand même 20 des enfants qui étaient sous mesure, de placement. Alors, il faut savoir qu'à l'échelle nationale, il y a quand même un investissement important qui est fait pour la protection de l'enfance puisque ça représente 7,6 milliards d'euros par an. Alors maintenant, qu'en est-il des enfants protégés en situation de handicap? On estime que 15 à 20 des mineurs concernés par une mesure de protection ont un handicap. Et donc, il y a bien sûr une surreprésentation par rapport à la population générale, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un surrisque de maltraitance vis-à-vis des enfants en situation de handicap. On y reviendra à la diapo suivante. Et aussi parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a des situations de handicap qui sont consécutives à des actes de maltraitance. Donc des syndromes du bébé secoué, des traumatismes crâniens, des carences majeures. Alors qu'en est-il de la maltraitance des enfants en situation de handicap? On sait qu'un enfant handicapé court 4 fois plus de risques d'être abusé qu'un enfant valide et qu'il y a un repérage aussi plus tardif. Les abus d'enfants handicapés sont signalés plus tardivement, presque une fois sur deux. Et c'est un sujet qui reste très peu documenté. Là, j'ai refait toute la littérature et ça reste très marginal. Alors que sait-on du devenir? Donc ça, c'était le rapport sur les 50 dernières années. Donc on va balayer les différents aspects, du devenir.
Tout d'abord, au niveau de la santé, donc il y a clairement un lien établi entre la santé et l'adaptation à l'âge adulte, donc ça, on en est convaincu, mais c'est bien pour ça qu'il est important que les médecins puissent s'investir dans le suivi de ces enfants. Il y a une maturation psychique qui est plus lente, le développement de troubles psychosomatiques et de troubles de la santé mentale qui est fréquente, 12 à 38 des cas. Il est bien décrit aussi, le syndrome de l'ex-enfant placé, syndrome de Murphy, qui est la crainte d'être blessé par la société avec un contrôle excessif de soi et l'absence de liberté, d'expression pour se protéger, associé aussi à un désir de parentalité compulsif. En revanche, ce sont des jeunes qui ont globalement un bon recours aux spécialistes de santé mentale. Donc c'est vrai que l'idéal, ça serait qu'on puisse aussi établir ce recours-là, dans la médecine physique. Concernant le logement, donc ça a été bien décrit pour le coup, par les médias. Il est établi maintenant qu'un quart des personnes sans domicile fixe sont des anciens enfants placés. Au niveau de la formation, bah, les constats sont aussi assez, dramatiques. 70 n'ont pas de formation et moins de 10 obtiennent un diplôme qui reste, un diplôme assez bas. C'est l'enseignement professionnel qui est plutôt privilégié pour ces jeunes. Alors bien sûr, ça a un retentissement sur l'insertion professionnelle. Il y a beaucoup moins d'embauches, hein, 43 contre 16 par rapport à la population normale. Le réseau relationnel est également, plus faible. En revanche, ce sont des jeunes qui gardent des activités, de loisirs et il y a souvent le fantasme aussi du taux de reproduction du placement intergénérationnel qui est en fait assez faux. Donc on voit aussi qu'il y a un manque de relais social puisque seulement un quart des anciens placés restent suivis par des équipes sociales. La question aussi qui revient souvent de la délinquance, heu, bon qui est une réalité, hein, particulièrement chez les hommes, associée, à l'abus d'alcool, d'où l'intérêt aussi de faire des politiques, de prévention. Alors tous ces indicateurs, de devenir vont être corrélés à l'âge, à la durée et à la stabilité du placement qui est indispensable et aux soins reçus lors, de l'institutionnalisation. Alors le rapport de février, 2019 de la HAS, faisait l'état de défauts de transmission du projet personnalisé qui pourtant était rédigé entre les différents acteurs et on voyait un mauvais accès aux soins puisque seulement un tiers des enfants bénéficiaient d'un bilan de santé et seulement un quart des établissements avaient prévu un dispositif de prévention et d'accès, à la santé mentale. Alors on retrouvait bien sûr, l'impact de la séparation avec les proches et également un manque édifiant, d'accompagnement à la scolarité, pas de bilan scolaire dans la moitié des cas, manque d'ados-devoirs et carrément, 20 des enfants dont on ne savait pas en fait, s'il y avait un projet scolaire, ou non. Enfin un manque de préparation, de à la sortie du dispositif avec 20 de sorties sèches, c'est-à-dire, d'arrêt, du jour au lendemain à la majorité. Voilà, donc heureusement, à la suite de ce rapport, les choses, ont évolué. Donc à la vue de ces données, on comprend bien que, la protection de l'enfance et l'accompagnement à l'insertion de ces jeunes est un problème de santé publique, mais surtout un véritable enjeu de société. Donc ça a été bien compris avec, l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour 2 ans, 2020-2022. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport très, très bien fait qui s'appelait «À hauteur d'enfant», qui a été rédigé par un ancien enfant, placé, Arnaud, Gauthier-Melchior, là, que vous avez, en photo et qui a vraiment interrogé les enfants eux-mêmes. Il y a eu 1 500 enfants, d'interrogés sur 6 mois, ce qui a conclu un rapport et à une charte, des droits des enfants protégés. L'HAS s'est également, saisie de la situation avec un cadre national, de référence établi en janvier 2021 pour l'évaluation, des situations de danger chez les enfants et enfin une évolution du cadre légal avec la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Ça va jusque-là? Ça a l'air d'aller. Alors bon, c'est les recos, HAS. Alors c'est vraiment
Tels qu'on les trouve, sur le site de la Chaise, donc la qualité est pas très bonne, mais il y a pas mieux malheureusement. Donc là, c'est, la conclusion qui propose, d'une évaluation de situation de danger chez l'enfant. Donc où on va vérifier, si les besoins fondamentaux sont garantis, si la santé ou le développement sont compromis, si les parents répondent aux besoins ou pas, s'ils sont en capacité de se mobiliser ou de faire évoluer la situation et s'ils acceptent d'être aidés. Ensuite, on va qualifier le danger, heu et puis on va proposer, des suites à donner, donc qui sont cette diapo, avec une gradation, selon la gravité, des appuis au sein de l'entourage, des accompagnements de droit commun ou alors des mesures administratives en protection de l'enfance. Donc on retombe sur ce qu'on avait vu en introduction, l'aide éducative à domicile, des accueils parents-enfants, et cetera. Ou alors une mesure judiciaire de protection de l'enfance, donc les placements, les AEMO, les mesures jeunes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a véritablement une mention, du handicap et de différents troubles associés. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que, bah, finalement, dans les situations de handicap, le seul vraiment identifié par les autorités, c'est le traumatisme crânien, mais voilà, c'est déjà bien qu'il y figure. Après les troubles du développement, bien sûr d'autres causes, qui pourraient expliquer, des blessures, les maladies des os de verre, tout ce qui peut être aussi, troubles de l'hémostase et de la coagulation. Voilà, donc ça, on voit bien que c'est pas tout à fait abouti, qu'ils vont pas forcément trouver tous les bons interlocuteurs, mais ça a le mérite, d'exister et du coup d'ouvrir une porte, c'est ce qui est dit, en dessous, c'est que ça favorise la concertation, le partage de connaissances et de compétences entre les différents professionnels. Alors, la loi Adrien Taquet du 7 février 2022 amène plusieurs, évolutions, au cadre légal. Tout d'abord, on va rechercher systématiquement la possibilité de confier l'enfant à une personne de l'entourage avant son placement, à l'ASE. Il est désormais interdit, théoriquement, de séparer les fratries. Interdit également de faire des placements à l'hôtel. On va proposer systématiquement, à l'entrée, à l'ASE, un parrain, une marraine ou alors un mentor. Et il y a toute une composante aussi de l'accueil au domicile avec valorisation du métier des assistants, familiaux, notamment en termes de rémunération et aussi de suivi des agréments, qui se fera désormais au niveau, national. Alors ce qui était très pénalisant pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec ces enfants, c'est que souvent l'autorité parentale est maintenue et en fait, on avait énormément de mal à avoir, des accords, bah, pour des soins et cetera pour des orientations, donc ça pénalisait beaucoup les enfants. Donc ça, au cas par cas, on a le droit de faire sans l'autorité parentale, donc ça simplifie quand même le quotidien et puis il y a vraiment une volonté de mieux prendre en compte la parole de l'enfant avec des auditions individuelles auprès du juge pour, enfants et la possibilité d'être représenté par un administrateur ad hoc ou un avocat. Il y a tout un volet également sur la lutte contre les violences, donc notamment, sur les professionnels, hein. Heu Et puis, il y a aussi une véritable, prise en compte d'une thématique, bah, qui est présente, c'est celle de la prostitution. Là, on établit vraiment que tout mineur victime de prostitution, dépend des missions, de l'ASE et voilà, donc ça paraît complètement, fou, mais c'est une réalité, hein. Moi, j'ai été confrontée, plusieurs fois à ces situations-là de jeunes filles en situation de handicap et pourtant victimes de prostitution. Alors les sorties sèches sont désormais interdites et il y a un nouveau droit qui est introduit qui est celui du droit au retour à l'ASE. C'est-à-dire que des jeunes qui auraient refusé dans un premier temps une mesure d'accompagnement de jeunes majeurs peuvent demander à réintégrer un suivi avant leurs 21 ans. La nouveauté aussi, c'est que maintenant, ils ont théoriquement un accès prioritaire au logement social et il y a tout un tas de mesures sur l'amélioration de la coordination avec notamment un groupement d'intérêt public au niveau national, et puis normalement aussi le renforcement des services de PMI. Voilà et certaines expérimentations de dispositifs de coordination. Alors nous, en Haute-Vienne, on a la chance, depuis l'an dernier, d'avoir une expérimentation qui s'appelle Parcours santé protégé,
donc qui est conduite dans 2 autres départements, les Pyrénées-Atlantiques et la Loire-Atlantique. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce on peut proposer des parcours de santé, à ces enfants et faciliter l'accès aux soins, la coordination et le suivi. Ces expérimentations sont portées par les plateformes territoriales d'appui, et sollicitent des médecins généralistes ou des pédiatres volontaires qui signent une charte d'engagement pour se former et utiliser des outils de coordination. Donc nous, sur la Nouvelle-Aquitaine, l'ARS a le logiciel PacoGlobule. Voilà, donc ce qu'il est proposé, c'est un bilan d'entrée, coté comme consultation très complexe, et un bilan d'actualisation annuel. L'intérêt, c'est que sur indication médicale, on va aussi pouvoir recourir à des paramédicaux, notamment psychomotriciens, psychologues, ou ergothérapeutes, à voir, qui seront rémunérés sur la base d'un forfait et qui, bien sûr, restent volontaires et formés. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Alors malheureusement, ils n'ont pas inclus, en fait, les spécialistes, de médecine physique et réadaptation. Donc c'est bien que moi j'ai pas du tout eu de demande comme ça et ça reste quand même encore, difficile, hein. Là, pour le webinaire, j'ai sollicité, hein, les PTA pour avoir des retours et cetera, mais j'ai pas j'ai pas eu de retour. Alors, on en vient maintenant à la transition, enfant-adulte. Donc les outils qui ont été développés, ont principalement été faits par, la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, la FAI2R. Avec des outils qui sont disponibles sur le site, de Robert Debré. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut télécharger, imprimer, c'est complètement libre d'accès. Donc cette transition, elle s'établit, ils la font partir de 12 ans à 24 ans, avec une phase de préparation, 12-16 ans, une phase de transfert 16-22 et une phase d'engagement 20-24. Alors, à partir de 12 ans, on va commencer à parler, du relais. Il va falloir que l'enfant connaisse à peu près ses protocoles, de soins et on peut aussi commencer à recevoir l'enfant tout seul pour une partie de la consultation. Et on commence à se projeter un peu, dans le projet de formation et dans le projet professionnel. Ensuite, à partir de 14 ans, l'enfant doit être capable d'expliquer sa maladie, de connaître les situations d'urgence et je vous présenterai ensuite, il y a le questionnaire Good to Go qui est assez facile de passation. Ensuite, la période de transfert à partir de 16 ans, va commencer à faire du lien entre le pédiatre et le spécialiste, adulte et on va opérer le transfert sur une période de stabilité, à la fois au niveau de la santé et au niveau socio-familial. Donc le mieux, c'est d'élaborer un protocole de transfert, pour savoir, vers quel spécialiste, vers quel type de soignant et cetera. Et l'idéal, c'est de proposer une consultation, conjointe, donc expert, pédiatrique, expert adulte ou alors au moins une consultation, d'adulte plus longue. Donc moi, c'est plutôt ce que je propose, une consultation, d'adulte longue. Ensuite, la phase d'engagement, donc va accompagner en fait le jeune dans son entrée dans le monde adulte, notamment vérifier son autonomie de vie complexe et soutenir son projet professionnel. Voilà, donc finalement pour réussir, cette transition, on a besoin de la coordination de nombreux acteurs, tant de la santé que de l'éducation, que du social et bien sûr de la famille. Voilà, donc ça, c'est tous les petits outils qu'on trouve, en ligne là sur le site, de Robert Debré, avec des petites frises toutes simples qui peuvent être, une bonne introduction pour comprendre un petit peu, ce cheminement. Des checklists pour, le médecin, donc ça, c'est super bien fait, c'est sous forme de sous-main, donc on peut toujours, l'avoir, à proximité où on va cocher ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce à quoi il faut penser. Ça, c'est un petit guide d'entretien, plutôt oui, pour les médecins ou pour les paramédicaux, le HEDES, qui permet d'explorer toutes les sphères, en fait, de vie de l'adolescent. Donc comment ça se passe, à la maison, à l'école, quelles sont les conduites alimentaires, et l'activité physique, quelles sont les relations sociales et les loisirs? Est-ce qu'il y a, de la consommation de toxiques? Où est-ce qu'il en est, de sa vie sexuelle? Est-ce qu'au niveau de la santé mentale, est-ce que ça va ou est-ce que des fois il y a des idées noires et cetera?
Et est-ce qu'il y a des expositions, à des conduites à risque sur la route, ou des expositions à de l'agressivité verbale, physique, et cetera. Alors ce questionnaire, c'est le questionnaire Good to Go, qui est très facile à utiliser, notamment parce qu'on peut le remplir en ligne. Donc ça, les jeunes, aiment bien parce qu'on peut le faire sur son téléphone et voilà, c'est sous la forme de tests, qu'ils peuvent avoir l'habitude de faire aussi, avec, des questions de différentes couleurs et c'est très vite fait, hein. Il y a 20 questions, ils mettent, 5-10 minutes à le faire. Et à la fin, du coup, ils ont un score sur l'autonomie en santé, sur les connaissances sur la maladie et les compétences pratiques. Voilà, donc ça, souvent, c'est les compétences pratiques, qui pêchent, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'aller à la pharmacie? Est-ce que je suis capable de prendre un rendez-vous? Est-ce que je suis au clair des papiers qu'il faut? Et cetera. Donc ça, c'est vraiment un outil, très facile. Alors ensuite, il y a toujours la question des modes de transmission. Alors la télémédecine se développe beaucoup. Heu, mais il peut y avoir des supports un peu variables selon le territoire. Donc là, je vous ai mis, la réalisation du R4P, donc le réseau, de rééducation pédiatrique, du Rhône-Alpes, voilà, qui est le Compilio, qui est une sorte de carnet de santé, numérique, qui peut être partagé par les professionnels et par, l'enfant et sa famille. Voilà, alors il existe aussi des recommandations HAS pour le processus d'accompagnement au retour en famille. Heu, voilà, donc qui est assez développé. Je vais pas je vais pas le détailler parce que moi, dans mon expérience, enfin, les enfants en situation de handicap qui sont placés, en général, c'est quand même très rare qu'ils puissent revenir en famille. Heu, voilà, on privilégie plutôt, les passages en institution, adulte ou alors des projets de vie en appartement autonome ou semi-autonome. Donc une fois qu'on a fait toute, l'analyse de ces données, disponibles, ce qu'on constate, c'est que, il manque vraiment des données sur les enfants protégés en situation de handicap, que la question des placements en établissements, médico-sociaux, ça fait partie du cadre juridique, mais en fait, il y a pas du tout de données à ce sujet, qu'il y a très peu d'outils pour la prévention chez l'adolescent. Très peu d'outils aussi en ce qui concerne la prise d'autonomie de vie complexe et puis, finalement, le relais médical enfant-adulte pour les situations de handicap, il n'est pas non plus, très connu. Enfin, comme vous l'avez vu, en fait, il est très peu question de la place du médecin dans le projet de transition, et d'insertion. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, les temporalités d'un enfant en situation de handicap sont différentes. D'une part parce qu'il y a un retard de maturation, il y a une prise d'autonomie qui est aussi souvent un peu plus longue, à cause du handicap moteur, ou des troubles associés et aussi d'un point de vue, administratif, c'est-à-dire que, un enfant va être encore, sous un régime enfant auprès de la MDPH jusqu'à ses 20 ans avec, une AAH qui ne peut être perçue qu'à partir de 20 ans. Voilà, donc pour un enfant, pour un jeune en situation de handicap, être prêt à s'insérer dans la vie, heu, ordinaire, enfin dans une vie adulte à 18 ans, c'est pratiquement mission impossible et même à 21 ans, c'est très compliqué. Voilà, donc moi je suis arrivée à m'intéresser à ce sujet malheureusement au départ sur des histoires assez, dramatiques, donc je vais changer les prénoms. Heu, le premier, c'était un jeune qui, était né dans un contexte de très grande précarité, sociale avec 2 parents, toxicomanes. Donc il était né prématuré avec une paralysie cérébrale, de forme diplegique spastique et en plus, il avait une infection, fœto-maternelle au VIH. Donc il aurait pu, grâce aux progrès thérapeutiques, ne pas être, contaminé et être sain et en fait, les parents ont arrêté la prophylaxie pour le VIH et donc il est resté séropositif. Donc là, toute la fratrie avait été, placée, mais avec des placements, différents. Donc il a été séparé de ses frères et sœurs. Il a été de famille en famille d'accueil, différente jusqu'à finalement arriver en IEM et c'était un jeune qui avait absolument aucune confiance, en l'adulte
qui du coup continuait à rentrer chez lui quand même les week-ends où en fait, ils avaient des conduites addictives, en famille, alcool, drogue, et cetera. Et lui, dès qu'il a eu 18 ans, il a absolument tout arrêté du jour au lendemain, la scolarité et cetera et le suivi médical et il est rentré vivre chez lui et moi j'ai essayé de poursuivre son suivi au moins, en maladie infectieuse et c'est un jeune qui a été complètement perdu de vue avec sûrement une évolution très, très dramatique. Mais parce qu'il avait pas du tout été accompagné dans la durée et que la spécificité de son handicap et de sa maladie chronique n'avait pas été, envisagée. Et donc l'autre histoire, c'était une jeune fille qui avait, une hémiparésie cérébrale infantile, pareil sur une prématurité, avec un contexte, familial très fragile, une mère célibataire, qui je pense avait des troubles psychiatriques, qui avait des séquelles respiratoires aussi de sa prématurité avec un asthme très sévère. Elle avait déjà fait un asthme aigu grave ayant nécessité un passage en réanimation. Et puis dans un contexte d'aggravation des difficultés familiales avec des violences parce que les voisins avaient déjà fait un signalement, elle s'est mise à aggraver avec son asthme, avec une exacerbation, d'asthme. Et la mère disant à ce moment-là: «Mais de toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, je préviendrai pas le SAMU, j'allaiterai comme ça». Voilà et la jeune disant: «Mais moi, je vois bien que mes crises d'asthme, elles s'aggravent à chaque fois que ma mère me crie dessus». Enfin, elle était très, très en insécurité. Donc là, on a fait un signalement au procureur, on a obtenu une ordonnance, de placement provisoire en hospitalisation. Donc l'asthme a été régularisé sans problème. Dans les suites, elle a été placée en village des enfants en Dordogne. Ça s'est très bien passé. Elle y avait passé c'était juste avant les vacances, scolaires. Elle y avait passé tout un été, très, très bien. Tant et si bien que quand elle est rentrée, elle m'a remerciée. Elle m'a remerciée d'avoir signalé sa situation et de l'avoir placée. Elle avait aussi été très bien accompagnée pour refaire du lien avec sa mère, avec sa tante. Donc elle avait vraiment passé des bons moments, je pense, un très bon été. Et puis, pareil, elle a eu 18 ans peu de temps après, donc le suivi ASE s'est arrêté. Et à l'époque, il y avait pas non plus de transition depuis les établissements médico-sociaux et donc on ne pouvait pas lui proposer en fait de rester en IEM, heu et d'avoir une activité professionnelle parce qu'elle avait obtenu un CAP dans la petite enfance, donc elle aurait pu, éventuellement, avoir une insertion professionnelle directe. Et voilà, et donc contre notre avis, il y a eu, un retour en famille et c'est une jeune qui est décédée 3 mois plus tard, de conduite à risque, notamment, d'accident de la voie publique. Donc voilà, donc partant de ces 2 histoires-là, je me suis dit qu'il fallait vraiment construire des outils. Alors quels sont les prérequis? Tout d'abord, c'est la question de la sécurité. Un enfant qui se sent pas en sécurité, il pourra pas se développer. Ensuite, c'est la bientraitance, la confiance et enfin l'alliance thérapeutique qu'on va pouvoir, établir avec lui. Donc la sécurité, elles sont pas toujours malheureusement réunies, hein, dans les établissements. C'est d'avoir un accueil constant, un environnement sécurisé, un cadre clair et solide, donc notamment dans tout ce qui est, hiérarchie et cetera. Une permanence des professionnels, hein, ce qu'on sait qui n'est pas simple à obtenir et puis une continuité du suivi. La bientraitance, c'est d'abord toujours considérer, la vie de l'enfant, que chaque enfant est véritablement un projet pour l'enfant, tenant compte de ses centres d'intérêt, de son mode de vie et cetera et tenant compte aussi de sa santé. Enfin, c'est toujours important aussi de l'inscrire dans une démarche participative par rapport à la vie institutionnelle, donc les conseils de vie sociale, des choses comme ça. Alors comment on établit une confiance? En demandant un référent, au moins pour une année, voire plusieurs années. L'engagement des professionnels, bien sûr et ce qui est récent, en fait, c'est l'autorisation d'un sentiment d'attachement. Hein, c'est vraiment, ça a été proposé dans la loi de l'année dernière. Jusqu'à présent, on estimait qu'au contraire, il fallait pas avoir de sentiment d'attachement, donc c'était compliqué. Ensuite, moi, ce que je développe vraiment, c'est le mode sans échec. C'est-à-dire que, voilà, c'est des enfants qui ont déjà vécu des choses suffisamment difficiles, sans qu'en plus, on les mette en situation de courir un nouvel échec. Donc c'est construire un projet réaliste, progressif, avec anticipation des complications, des ajustements possibles et toujours un plan B.
Et donc ça, c'est pas du tout un mode de fonctionnement habituel en médico-social. Mais voilà, moi je dis toujours: «Non, non, on travaille toujours sur 2 plans et comme ça, au moins», parce que c'est quand même souvent que ça se fait pas, on a une solution de repli et vraiment ça sécurise, le jeune. Et enfin, c'est aussi important d'établir, de co-construire les objectifs avec le jeune et de, planifier les choses en donnant des objectifs qu'on peut atteindre à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à plus long terme. Voilà, comme ça, le jeune, il peut se projeter, il peut cocher quand il est arrivé au court terme. Voilà, ça, c'est important. Donc l'alliance thérapeutique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est à la fois la relation de confiance entre le patient et le thérapeute et c'est aussi un accord sur les solutions qui vont permettre la résolution du problème. Voilà, donc les différentes composantes de la transition, elles sont là. Donc le challenge de la construction de soi, la prévention sur tous les risques, auxquels le jeune est exposé, la formation et la prise d'autonomie de vie complexe. Alors la construction de soi, on pourrait faire un webinaire, entier, même plusieurs. Mais voilà, dans les situations de handicap, on est très souvent confronté au problème de l'image corporelle. Donc il y a vraiment tout un travail d'acceptation à faire du handicap, éventuellement du fauteuil, et cetera. Et à chaque fois qu'on va pointer, quelque chose à améliorer ou une difficulté et cetera, toujours renforcer en parallèle l'estime de soi. Voilà, c'est une constante, hein, c'est des enfants qui ont une estime de soi extrêmement, dégradée. Ensuite, c'est important de prendre en compte, le modèle familial et quand même, la plupart du temps, d'amener vers une différenciation. Mais, par défaut, l'exemple familial sera toujours le meilleur pour l'enfant. Voilà, donc ça, c'est compliqué, mais c'est une étape indispensable. Et enfin, au niveau socio-culturel, c'est la même chose, c'est-à-dire toujours partir d'où il en est, quels sont ses centres d'intérêt et cetera et les élargir et les enrichir, progressivement. Voilà, donc moi, je conçois vraiment le projet de soins comme un élément de structuration de l'identité et du parcours de vie, puisque de toute façon, pour ces jeunes en situation de handicap, ça fait partie intégrante de leur construction. Donc autant l'inscrire dans un projet de vie vraiment global. Ensuite, il faut aussi accompagner le processus de réparation, donc notamment juridique. Donc moi, dans mon expérience, c'est vraiment très important, notamment des jeunes filles qui étaient vraiment victimes, qui ont fait le choix, à la majorité, de porter plainte en leur nom pour vraiment obtenir, une sanction pénale des auteurs, de violences. Parce qu'elles estimaient que peut-être qu'elles avaient été protégées, mais que l'auteur avait pas été puni, ce qui peut être vrai. Voilà, donc souvent on obtient un soutien important des unités de victimologie et puis il faut savoir aussi que si jamais l'auteur est pas retrouvé ou est décédé et cetera, elles peuvent prétendre également à la commission, d'indemnisation des victimes, d'infractions. Alors la prévention, donc moi je travaille beaucoup sur l'éducation, thérapeutique. Donc je vais vous présenter des choses qu'on avait fait quand j'étais, à l'APF, avec 2 volets, vraiment en éducation à la santé en général et de l'éducation thérapeutique spécifique, au handicap. Donc cette prévention, il faut qu'elle soit précoce, hein, là à partir de 12 ans, je trouve que c'est un bon âge, en tout cas tant que le jeune est au collège. Avec, les différents aspects de la santé, l'hygiène, l'alimentation, une prévention précoce sur les toxiques, que vraiment le jeune soit très au clair, tant qu'il est au collège, parce qu'en fait tout ça, ça commence au passage au lycée en général. Et puis aussi, les questions de vie affective, de sexualité, de contraception qu'il faut, considérer assez tôt. Donc là, je vous ai mis différents outils qu'on avait, élaborés, qui sont, disponibles, sur le blog de l'IEM. Donc sur la cigarette, sur le cannabis. Ça, c'est des exemples, de photolangage, pour aborder la vie affective et la sexualité, ce qui fonctionne bien. Alors qui avait été adapté aussi donc par rapport aux difficultés cognitives. Ouais, donc là, vous avez le petit lien, où vous trouverez tous les outils d'éducation thérapeutique. Heu
Voilà, donc on va détailler. Donc là, par exemple, c'est une grille d'aide à l'évaluation du risque, de troubles du comportement qu'on avait, élaborée en équipe, où on a pu identifier, en fait, les thématiques sources de conflits qui sont, récurrentes pour des jeunes en situation de handicap. Donc ça peut être d'abord la les problématiques adolescentes, classiques, hein, le handicap, les situations familiales, les situations sociales, la vie affective et les réseaux sociaux. Ensuite, on cochait aussi, on repérait en équipe quelles étaient les différentes fragilités individuelles, donc la fatigabilité, les troubles du sommeil, les différentes, déficiences, des antécédents de difficultés psychologiques, une situation médicale instable, des difficultés socio-familiales ou scolaires, des facteurs de risque de décompensation, donc tout ce qui allait être douleur, fatigue, intoxication, introduction d'un nouveau traitement et cetera. Des changements d'installation, hein, ça joue beaucoup, les fauteuils, la chambre et cetera. Hop, pardon. Heu, voilà, une augmentation des exigences de l'environnement aussi et puis des fois, ce qu'on retrouve aussi souvent, des effets de groupe, hein, et ensuite, on repérait toutes les conduites à risque possibles, les refus de soins, les provocations, les mensonges, les vols, des jeux. Donc tout ce qui est visible, hein, qu'on dit, trouble du comportement par excès, mais aussi tout ce qui peut être plutôt moins visible, comportement par défaut, donc du repli sur soi, de l'isolement, des choses comme ça. Voilà, si bien qu'à la fin, on avait balayé un petit peu tout ce qui pouvait, être source de difficultés et du coup, proposer des solutions. Alors, dans ces situations-là, on proposait aussi une, fiche d'évaluation des émotions pour savoir quelles avaient été les émotions de la journée, qu'est-ce qui avait été source de contrariété ou au contraire source de satisfaction. Et en cas de survenue d'un trouble du comportement, on avait élaboré cette fiche, pour préciser, la date et l'heure du trouble, quel était le type de trouble. Donc pareil, en reprenant les troubles du comportement par excès, les troubles du comportement par défaut et en s'attachant à écrire ce que l'usager avait exprimé pendant la crise. Parce que souvent, en fait, il y a beaucoup d'émotions, on peut être en colère et cetera. Enfin, il y a et en fait, souvent quand même, ce qu'exprime le jeune, à ce moment-là, ça a du sens. Donc, quelles sont les réactions des personnes présentes? Combien de temps ça dure? Comment ça cède? Est-ce que c'est spontanément? Est-ce qu'on fait une diversion? Est-ce qu'on donne un médicament? Est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce qu'on a identifié des facteurs déclenchants supposés? Est-ce qu'on peut proposer des mesures de prévention? Et est-ce qu'on a repéré des conséquences éventuelles sur l'entourage? Donc là, par exemple, j'ai en tête une situation où, c'était une jeune pareil, heu, qui était exposée à de la maltraitance et en fait, elle faisait des troubles du comportement quand elle rentrait, de week-end de chez elle et elle sortait des insultes, dont une, tu es une grosse vache, et puis tu as des gros pieds» et en fait, c'était une jeune qui était en fauteuil et qui avait des œdèmes des membres inférieurs et c'est là qu'on a compris qu'elle ressortait les insultes qu'elle recevait pendant le week-end. Voilà, donc ça, c'est les besoins que moi j'avais identifiés sur, mes 100 premiers patients quand, j'ai monté la consultation de relais de MPR. Donc on voit que les jeunes qui étaient en rupture, c'était les handicaps rares et les polyhandicaps. Heu, beaucoup de jeunes qui venaient, d'établissements médico-sociaux ou du domicile, qui se plaignaient surtout de douleurs, et de spasticité et pour lesquels il y avait plein de possibilités, hein, des injections de toxines, de l'appareillage, beaucoup de retours vers des soins, hein, des projets de rééducation en hôpital de Vauvre, même des projets chirurgicaux et puis des soutiens, à l'insertion. Voilà, ça je vais continuer, on verra après. Donc maintenant le volet formation. Donc c'est bien sûr indispensable que ces jeunes aient des projets personnalisés de scolarité avec différents leviers, hein, qui sont les leviers habituels, dans le handicap, des aménagements de rythme, des dispenses de matières. Pas hésiter aussi à solliciter les services d'accompagnement pédagogique au domicile, lors des périodes de soins, d'hospitalisation, de projets chirurgicaux et cetera et quand, l'enfant ne peut pas suivre à temps complet, privilégier l'intégration dans les matières où il est en réussite.
Ensuite, c'est important de proposer la formation, professionnelle, de vraiment, favoriser les stages de découverte. Donc il faut savoir que maintenant, il existe des dispositifs DAC, dispositifs d'accompagnement au collège qui permettent dès la troisième de faire de nombreux stages, de découverte, en ESAT, en IME, en IM Pro et cetera, et donc vraiment de diversifier, les stages possibles. Pensez aussi aux ULIS, professionnels. Et enfin pour les jeunes majeurs, vraiment ce qui fonctionne bien, c'est les centres de réadaptation professionnelle, hein, donc c'est des centres qui sont, dédiés aux travailleurs en situation de handicap. Voilà, il y a souvent un meilleur suivi, une formation plus adaptée et les taux d'insertion sont supérieurs, aux formations de droit commun. Voilà, donc les facteurs facilitants, ça c'était une petite enquête qu'on avait réalisée auprès des jeunes pour savoir qu'est-ce qui les avait aidés dans leur scolarité. Donc sans surprise, la pédagogie différenciée, les outils numériques qui sont encore très largement, sous-utilisés, l'accompagnement multidisciplinaire et les mises en situation. Voilà, donc ça c'était un petit arbre des possibles qu'on avait, imaginé avec toutes les orientations possibles en milieu ordinaire, en milieu, adapté pour que vraiment le jeune et les familles puissent se projeter dans différents parcours. Alors la prise d'autonomie, elle est souvent rendue complexe, par les troubles moteurs ou les séquelles, cognitives, en particulier les troubles exécutifs, et donc ça passe vraiment par des mises en situation. Donc l'idéal, c'est d'avoir, des appartements semi-autonomes, des dispositifs comme ça. Savoir tester aussi l'autonomie psychique, hein, c'est-à-dire que la vie seule en appartement, c'est pas forcément un gold standard. Il y a plein de jeunes qui sont pas du tout capables, de gérer la solitude, l'ennui et qui du coup vont tomber dans des conduites à risque, dans des addictions et cetera. Donc bien sûr, on étudie tout ce qui est, activité de vie instrumentale, la prise du traitement, la communication, le transport, le budget, et on va mettre en place des outils de compensation avec des plannings, des checklists, les rappels sur téléphone qui fonctionnent bien. Et développer la vie sociale, donc l'accès au sport, à la culture, et cetera. Voilà, donc ça, c'est des exemples, de suivi qu'on avait mis en place à l'IUM puisqu'on avait la chance d'avoir des appartements, semi-autonomes, où, on confrontait, l'auto-évaluation du jeune et la vie des professionnels sur les différents aspects de la vie en appartement, donc l'alimentation, l'hygiène, le budget, l'administratif, et cetera. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut trouver sur le site, de l'IEM. Alors après, il y a tout le volet social qu'il ne faut pas oublier. Donc je pense que vous savez tous qu'on peut maintenir un enfant en établissement médico-social au titre de l'amendement Creton, en l'attente d'une, place en établissement, adulte, puisque malheureusement les délais sont très longs. Ce qu'il faut penser, ce qui est souvent oublié, c'est, d'avoir une couverture assurance maladie personnelle. Et renouveler la LD, au passage à la majorité. Moi, je pense qu'il faut systématiquement proposer pour ces jeunes une mesure d'accompagnement de jeunes majeurs et mettre en place une mesure de protection, dès 18 ans. Voilà, donc là, en fait, c'est souvent dès 18 ans parce que souvent, on a tendance à le faire qu'à 20 ans. Parce que, il va avoir des droits au niveau de la MDPH qu'à partir de 20 ans, mais en fait, il peut, avoir des difficultés judiciaires dès 18 ans. Ensuite, donc la procédure de réparation, si c'est le cas. Moi, je ne suis pas tellement favorable à la majorité anticipée parce que, comme je le disais, il y a un manque d'autonomie, physique et psychique, et pareil, l'âge anticipé, elle est à discuter si, le jeune est bien en sécurité, notamment qu'il y a bien une mesure de protection, que ce ne soit pas récupéré par la famille à d'autres fins. Alors ça, c'est classique. Voilà, donc il faut bien sûr aussi demander pour les jeunes qui sont en capacité de travailler, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, heu et il vaut mieux aussi demander une orientation en milieu professionnel adapté. C'est une notification qu'ils utilisent, ou pas, mais en tout cas, qu'ils ont, et établir aussi un lien avec Cap Emploi. Voilà, donc privilégier les hébergements semi-autonomes et des relais, d'accompagnement médico-social.
Donc le relais, comment il s'organise? Ben, il faut faire une réunion de synthèse avec l'équipe relais, parce que c'est des situations complexes, il y a beaucoup d'informations à partager. Au niveau médical, dans les établissements, ben, il faut effectuer une consultation de fin de prise en charge, où on va remettre au jeune son dossier médical de synthèse et un dossier de liaison, et envoyer ce même dossier aux médecins traitants et aux autres spécialistes. Il faut qu'ils partent avec, des prescriptions, à jour, notamment penser aux formes retard pour des difficultés d'observance et cetera, d'infirmières pour la délivrance du traitement si c'est compliqué, tout ce qui est les soins, visuels. Avoir anticipé qu'ils puissent partir avec du matériel en bon état, parce que c'est quand même toujours très compliqué de renouveler les choses, de les réparer et cetera, et qu'ils partent aussi avec un rendez-vous, de suivi. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi de fiche de liaison, pour le relais enfant-adulte où, on va reprendre tout le parcours. Donc, qui étaient les différents interlocuteurs et quels sont les différents interlocuteurs adultes en regard qu'on va proposer. Voilà, donc le suivi, il est absolument indispensable. Je rappelle qu'il y a un suivi réglementaire à la sortie des établissements médico-sociaux qui est de 2 ans. Heu, voilà, il y a toujours un équilibre très précaire, hein, entre les facteurs de risque et puis les facteurs de protection. Et voilà, bon, j'ai cité la place de la télémédecine puisque ça fait partie des recommandations, de la HAS. Voilà, donc on avait, mis en place cet outil de suivi, qui était une grille d'aide à l'entretien téléphonique, pour le dépistage des signes précurseurs de rupture de suivi de parcours. Donc on reprenait le type de handicap, la date de fin d'accompagnement, quelle était l'orientation et le projet à la sortie, quelles étaient les personnes ressources connues, quelle était la situation lors du dernier contact. Et ensuite, on explore les différents, aspects de la vie sociale, la vie scolaire et professionnelle, les aspects financiers, l'état psychologique et l'état de santé. Et si on repère un signe de rupture, on s'oriente donc soit vers, l'assistante sociale de l'établissement du secteur ou alors vers le médecin. Voilà. Donc pour finir sur des histoires, positives, c'est l'histoire de 2 jeunes qui, avaient une paraparésie spastique familiale de Strempel-Lorrain. Donc leur maman était aussi, atteinte, qui ont été, placés, tout bébés parce que leur maman était très lourdement handicapée, il avait pas les capacités ni physiques ni psychiques, de s'en occuper. Donc ils ont été placés dans des familles d'accueil différentes, mais ils ont ensuite été accueillis ensemble à l'IEM, donc il y avait quand même des liens entre les 2. Ils ont gardé tout au long de leur enfance, la même famille d'accueil qui avait très bien compris, heu, les enjeux de soins, qui ont très bien accompagné, les différents projets chirurgicaux, et cetera. Et qui ont été, présents aussi pour le relais. Donc ça encore, c'est pas forcément bien défini, donc il y a toujours une rupture quand même qui se fait. Heu, donc Luciana, elle a pu s'installer en appartement, autonome, avec l'aide au départ de son ancienne famille d'accueil qui l'a aidée à emménager et cetera, qui l'avait hébergée, quelque temps gracieusement. Et son frère, lui, en fait, s'est fait adopter après parce qu'ils n'ont pas réussi à se séparer, donc il s'est fait adopter par la famille d'accueil. Et du coup, c'est des jeunes qui ont eu une très belle évolution, donc au niveau de la santé, aucune complication, ils vont aussi bien que possible. Au niveau de la formation, ils ont tous les 2 obtenu un bac, dans différentes branches et là, ils sont en cours, d'insertion professionnelle donc la sœur, elle est en centre de réadaptation, professionnelle et le frère est en service civique actuellement, voilà, avec des retours, très positifs. Voilà, donc en conclusion, les mots-clés du relais enfant-adulte, bah, c'est la personnalisation, la prévention sur tous les facteurs de risque, la coordination entre les différents professionnels et un suivi, jusqu'à 2 ans. Donc les perspectives, nous on a pu développer là récemment une équipe mobile de réadaptation pédiatrique, et on espère pouvoir, développer des partenariats avec l'aide sociale à l'enfance. Voilà, pour vraiment faire des parcours de santé, protégés et spécialisés et voilà, donc je vous remercie pour votre attention
il y a mon mail si, vous avez besoin d'autres précisions et puis voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Julia. C'était très intéressant. C'est assez impressionnant d'ailleurs, de se dire qu'il y a autant d'enfants qui sont Mmh. dans cette situation précaire. L'équipe mobile dont tu as parlé, est-ce que par rapport, par exemple, en Haute-Vienne, par rapport au nombre d'enfants, voilà, est-ce que vous allez y arriver avec une seule équipe mobile ou pas? Là, en fait, ce qui est assez fou, c'est que moi, ça fait plusieurs années que j'y travaille. On avait même eu la visite après un reportage d'envoyé spécial, du secrétaire d'État Adrien Taquet à la protection de l'enfance. Donc on l'avait rencontré et moi, j'avais déjà proposé en janvier 2020 la création d'un parcours santé spécialisé. Donc là, il y avait toutes les autorités, tout le monde a dit: «Ah oui, oui, c'est très, très bien» et en fait, ça se fait pas parce que je pense qu'il y a quand même, c'est des situations compliquées et en fait, les jeunes que je vois, c'est un peu par hasard. C'est soit les institutions parce que, toujours l'IEM parce qu'on a une convention de partenariat et donc ils ont l'habitude, d'avoir les suivis MPR, mais sinon c'est par hasard. C'est les familles d'accueil qui vont chercher des solutions par leurs propres moyens. Donc c'est vrai que c'est étonnant que cette thématique du handicap, dans la protection de l'enfance ressorte pas plus et même quand on est volontaire et qu'on propose, des solutions, en fait, on n'a pas de retour. Donc c'était aussi un peu l'idée de passer par France Trauma Crânien pour essayer d'avoir d'autres leviers, mais je sais pas si vous avez des idées, si dans d'autres régions c'est plus facile, mais Ben, écoute, j'étais peu sur les enfants, donc à Lyon, il y en avait pas mal. En Île-de-France, c'est beaucoup plus éclaté. Mais bon, il y a le pôle de Saint-Maurice là, qui est quand même assez développé, qui a quand même beaucoup pris en charge le chat et qui regroupe pratiquement tous les enfants en situation de handicap. Je pense on a quelqu'un de Saint-Maurice qui peut peut-être nous en dire deux mots. Il y avait, Anna, mais je crois qu'elle est partie. Oui, j'ai l'impression qu'elle est partie effectivement. Ouais, elle est partie. Donc voilà, je travaille aussi avec le docteur Touré évidemment. Après, on est en pleine réflexion et en pleine construction de ce relais enfants-adultes, en tout cas sur les hôpitaux de Saint-Maurice. Et voilà, et on se tourne aussi vers les expériences qui sont déjà mises en place dans d'autres hôpitaux d'Île-de-France, pour essayer de construire quelque chose qui ait du sens. On a également travaillé là récemment en fait, sur une dynamique un peu participative en fait avec, où on a invité, des adolescents et jeunes adultes qui avaient eu un suivi en fait, aux hôpitaux de Saint-Maurice. Donc certains sont encore, mais sont sur cette période de transition. D'autres ont déjà transité vers les secteurs adultes. Et donc l'idée, l'idée c'était de pouvoir avoir eux leurs ressentis, leurs besoins, leurs demandes pour qu'on puisse construire nous, au sein des hôpitaux de Saint-Maurice, quelque chose qui soit vraiment, le plus proche des besoins en fait. ouais, ouais. Alors je sais aussi qu'au CHU de Bordeaux, ils ont créé une, maison de la transition et qui réunit, les médecins, les paramédicaux et je pense que c'est une bonne formule, donc ils sont en cours d'expérimentation aussi, à suivre. Ouais. Sur l'hôpital Necker, donc à Paris, il y a effectivement, ce qui s'appelle la suite, qui est déjà en place depuis 2018, je crois à peu près. Où là effectivement il y a un système d'ateliers, pour les jeunes adultes. Il y a des consultations où en fait ce sont les médecins, de l'hôpital, qui viennent dans un espace dédié pour, des consultations. Alors, voilà, c'est selon aussi la volonté des médecins, donc parfois ça évolue. Donc il y a eu de la dermatologie, là il y a plus de dermatologie, mais il y a une grosse demande au niveau de la gynécologie, donc il y a Mmh. effectivement, des consultations en gynécologie qui sont très régulières.
Donc, c'est pour ça, là, on est en train de rencontrer aussi les partenaires du secteur pour voir ce qui peut être fait. D'accord. Et donc sur la question du travail avec l'ASE, est-ce que vous avez des partenariats particuliers là, dans les différentes régions ou pas spécialement? En tout cas, nous, sur le centre de suivi et d'insertion, effectivement, sur la cohorte d'enfants qu'on accompagne, Mmh. on a effectivement quelques situations avec des mesures de protection, voilà, plus ou moins importantes. C'est quand même relativement difficile de pouvoir travailler avec les partenaires de l'ASE. Euh, et on sent surtout en fait un manque de professionnels, hein. Je crois que c'est surtout ça la première problématique, c'est qu'il y a peu de professionnels et que du coup les mesures sont Ah oui. euh, Mmh. peu investies, c'est pas vraiment le terme, mais en fait il n'y a pas de possibilité de travail en fait. Mmh. On a un jeune de 14 ans là actuellement. En fait, il y a une mesure de protection qui a été décidée de mémoire, je dirais août 2021. Et en fait, il s'est rien passé pendant un an. Et en septembre 22, on a dit à la famille, bah, faut venir re-signer le contrat. Mais re-signer un contrat, pourquoi? Alors qu'il s'est passé un an sans qu'il y ait un référent nommé, sans qu'il y ait eu de contact en fait avec les référents ASE. C'est vrai que la famille était un peu découragée en disant: «Mais moi je réclame de l'aide, là je sens que c'est très limite. Moi-même en tant que parent, j'atteins mes limites avec mon enfant, mais en même temps j'ai personne derrière pour m'aider». Et donc là, bah, on a effectivement un référent qui a été nommé, mais on a bien compris, parce qu'on est passé, nous au niveau du CSI, on a dû faire 3 signalements pour cette situation. Ouais. Donc 2 à la crypte et un au parquet. Et qu'on a fini par interpeller, ben, je vais vous dire, hein, on a écrit à Madame Macron, on a écrit à la MDPH pour un dispositif RAPT pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et parce qu'en fait, on a mobilisé énormément de monde, bah oui, on a un référent ASE qui a été nommé. OK. Donc, c'est pas voilà, on sait, hein, le référent ASE, il a été nommé parce qu'on a remué un petit peu les choses, mais parce qu'il y a personne sur le terrain, en fait. Mmh. Dans le cadre de cette situation, on sait que c'est un terrain où il y a très, très peu de personnel, donc c'est compliqué. C'est pas une mauvaise volonté, c'est juste que voilà. On bute un peu sur toutes les problématiques qu'on a dans toutes les dépendances, c'est-à-dire qu'on manque de personnel formé et puis je pense que si les rémunérations qui vont derrière font que ça n'attire pas les gens, Mmh. Mmh. même, même je sais plus, j'ai écouté l'autre jour un rapport sur les crèches où on montrait combien il y Ouais. avait de difficultés alors qu'on se dirait pour les petits enfants, etc., ça attire beaucoup de gens, mais non, pas du tout. On n'y arrive pas à trouver des gens. Ils prennent des gens qui ne sont pas formés, des jeunes qui sortent directement. Et c'est vrai que là, on bute sur un vrai problème par rapport à la prise en charge des dépendances. Oui, et vous faites bien de souligner le mot «formé» parce qu'effectivement, c'est aussi, ça a une vraie importance, en fait, d'avoir du personnel formé. Ouais, ouais. Mais c'est une problématique très politique, ça, parce qu'en plus, ça veut dire en fait bloquer des moyens importants, et qui développer des moyens importants, ça veut dire les prendre sur d'autres postes. Mmh. Et donc, c'est toujours la grosse difficulté politique de faire ça. En tout cas, Julia, c'est très intéressant. En tout cas, toutes ces expériences, je pense quand même que toutes ces expériences, tous ces projets, finalement, et puis plus on arrive à en parler, plus on arrivera à avoir une meilleure prise en charge, c'est quand même le but. Mais Mmh. là, on voit bien quand même dans ce que tu décris, il y a une grande partie finalement de ton engagement personnel qui joue. Oui, c'est vrai, mais voilà, j'espère que quand même ça pourra être transféré, à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en tout cas ça et voilà, je vous remercie de votre participation, à tous et de votre intérêt. Ben, merci beaucoup. Julia. Beaucoup.
merci beaucoup, c'était super, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et